J'aimerais avant tout vous souhaiter la bienvenue à ce colloque de clôture de mon cours sur la neuroénergétique, un cours que j'ai donné dans le cadre de la chaire internationale 2007-2008. Dans ce cours, j'ai abordé la question du coût énergétique de l'activité cérébrale, des mécanismes cellulaires et moléculaires qui le sous-tendent, en particulier les interactions neurones-glie, et l'implication de ces mécanismes dans les signaux détectés par les techniques d'imagerie cérébrale. Et on verra dans la journée l'importance de ces techniques dans le dialogue qui peut s'établir entre les deux disciplines que nous abordons aujourd'hui. Comme je l'avais mentionné dans ma leçon inaugurale, une donnée surprenante de la neuroénergétique est celle de la consommation très élevée d'énergie par le cerveau en situation basale, c'est-à-dire en l'absence de toute activité ciblée sur une tâche spécifique. Mais en fait, que signifie condition basale pour le cerveau? Le cerveau n'est pas uniquement actif lorsque nous effectuons une tâche motrice, cognitive, ou que nous éprouvons une sensation ou une émotion, qui peuvent être visualisées justement par ces techniques d'imagerie fonctionnelle au cours de paradigmes dits d'activation. Ces approches ont beaucoup contribué à l'avancement de nos connaissances, en particulier au niveau des neurosciences dites cognitives, par l'identification de régions particulièrement impliquées dans tel ou tel processus mental. Toutefois, pour le physiologiste qu'au fond je suis, reste l'énigme de la consommation d'énergie basale par le cerveau. Je mentionnerai quelques faits pour peut-être vous faire partager mon questionnement. Le cerveau ne représente que 2% de la masse corporelle et pourtant 20 à 25% de la consommation de glucose, d'oxygène et du débit cardiaque lui sont destinés. On peut aussi évoquer le fait qu'entre un état d'anesthésie légère, voire de sommeil, donc des états dans lesquels la vigilance est diminuée, la consommation d'énergie par le cerveau n'est diminuée que d'une dizaine de pourcents. Plus frappant encore, les augmentations de débit sanguin, de consommation de glucose ou d'oxygène local associées à l'activation, qui sont justement visualisées par les techniques d'imagerie, en fait, ne représentent que des changements de l'ordre de 10 à 20% au maximum. On peut donc évoquer diverses possibilités pour rendre compte de cette activité basale importante. J'ai discuté un certain nombre de ces possibilités dans mon cours, mais aujourd'hui, j'aimerais, dans cette brève introduction, me focaliser sur deux points qui sont pertinents et je dirais même qui constituent une des motivations de l'organisation de ce colloque. Il s'agit des mécanismes de la plasticité neuronale d'une part et des processus inconscients d'autre part. L'expérience laisse une trace dans le réseau neuronal et cette trace correspond à toute une série de processus cellulaires et moléculaires liés à l'activité d'enzymes, à la régulation de divers gènes et même à des modifications microstructurelles des synapses. Il y a tout lieu de croire que ces processus liés à la plasticité synaptique aient un coût énergétique qui leur est propre et qui est indépendant des coûts liés à l'activité en ligne, si vous voulez, à l'activité en ligne du cerveau. On pourrait aussi proposer qu'une partie de la consommation basale d'énergie corresponde à une activité neuronale qui sous-tende des processus non conscients. Certes, certains de ces processus pourraient correspondre à des activités de type végétatif, automatique, et d'autres relèveraient de l'activité des systèmes interoceptifs qui informent en permanence le cerveau de l'état somatique sans que nous en ayons nécessairement conscience. Mais il est également concevable, et c'est là le point d'articulation qu'on va discuter aujourd'hui, que les processus de plasticité qui opèrent pour l'établissement des traces conscientes ou rappelables à la conscience, qui constituent notre réalité interne, fruit de l'expérience et des apprentissages, soient également opérationnels dans l'établissement d'une réalité interne non consciente, correspondant à, par exemple, et c'est là une première pont que j'aimerais poser, à l'unbewusst, ou non su, mais bien là, du cadre psychanalytique freudien, qui, force est de l'admettre, est si déterminant dans notre devenir. Cet inconscient peut être vu comme un système de traces, mais également comme une potentielle discontinuité, fruit des réassociations de ces traces qui ouvrent sur du non encore réalisé. C'est bien la question des processus inconscients qui me semble être un point de convergence pour les neurosciences et la psychanalyse. En effet, l'idée de ce colloque est d'explorer les points de convergence potentiels entre ces deux disciplines que tout apparemment sépare. Certes, leur cadre conceptuel, leurs références et leur langage
ont des dimensions que l'on pourrait qualifier d'incommensurables. Et il faudrait bien se garder de tomber dans un syncrétisme simplificateur de type analogique, dans lequel les principes des deux ordres pourraient être interchangeables, et par lequel psychanalyse et neurosciences y perdraient leur nature et leur tranchant. Le terme d'inconscient a des significations multiples, qui ont indubitablement contribué à créer des malentendus, des incompréhensions, voire des antagonismes entre neurosciences et psychanalyse. Les enjeux que comporte une tentative de dialogue entre ces deux disciplines méritent un effort de clarification. La démarche que j'ai essayé de suivre depuis plusieurs années par le biais de mon travail commun avec François Ansermet est celle d'essayer d'identifier des points d'intersection à partir desquels les concepts d'un domaine fertilisent la réflexion et pourquoi pas la recherche dans l'autre. Un de ces points d'intersection est sans doute la notion de trace et de plasticité neuronale. D'autres, comme par exemple ceux de l'homéostasie, de la pulsion, des états somatiques, de l'indétermination du devenir, à contraster avec les processus de développement, méritent d'être explorés. L'idée de ce colloque est celle de présenter des points de vue originaux, établis par des acteurs de premier plan dans les deux disciplines. Ces perspectives me semblent offrir un angle de vue qui permet d'éclairer certaines questions fondamentales touchant au processus inconscient et communes aux deux disciplines. En fait, ce colloque n'a d'autre ambition que de stimuler la réflexion dans les deux champs, que sont neurosciences et psychanalyse, autour de questions communes, sur la base de contributions qui émergent du travail de collègues qui interviendront aujourd'hui. Je tiens d'ailleurs ici à les remercier chaleureusement d'avoir accepté de participer à ce colloque qui, d'une certaine manière, constitue le défi de sortir du cadre de sa discipline pour s'ouvrir à l'autre. Mais après tout, n'est-ce pas là une des missions du Collège de France que de se placer à l'intersection des savoirs, et en particulier aux savoirs en train de se faire? Le souhait qui peut être formulé est que cette journée permette de poser un regard croisé et nouveau entre les disciplines, et peut-être de susciter des collaborations concrètes entre acteurs des neurosciences et de la psychanalyse. Avant de démarrer les présentations, la série de présentations, j'aimerais remercier un certain nombre de personnes pour le soutien qu'elles m'ont apporté dans l'organisation de ce colloque. Tout d'abord, Anne Fagolargeau, titulaire de la chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales, pour son soutien amical et bienveillant dans cet effort. Vincent Guillain, Jean-Claude Dupont, qui ont été les chevilles ouvrières de l'organisation pratique du colloque, avec l'aide de Stéphane Soldani. J'aimerais aussi remercier Mathieu Armingeon pour sa contribution à la logistique d'aujourd'hui. J'aimerais aussi exprimer mes remerciements chaleureux à la Fondation Hugo du Collège de France, et en particulier à sa directrice, Madame Terrasse Rioux, pour le soutien financier qu'elle a apporté à l'organisation du colloque et pour avoir mis à disposition les locaux de la Fondation Hugo pour 3 séminaires qui se sont tenus en lien direct avec certains des thèmes qui seront développés aujourd'hui. Voilà pour ces quelques brefs mots d'introduction. Et nous allons maintenant passer aux différentes présentations.